Alors, dans la stratégie marketing, il est également important de tenir compte de la distribution. C'est-à-dire que lorsque vous fabriquez des produits, il faut ensuite les rendre accessibles aux consommateurs, c'est-à-dire les distribuer. Donc les distribuer de quelle manière? Plusieurs possibilités. On peut les distribuer dans des points de vente, par exemple comme Coca-Cola qui va être partout. On peut les distribuer chez certains partenaires en les sélectionnant. Et puis on peut les distribuer également dans ses propres magasins si on a la possibilité de les créer. La distribution en général va assurer de plus en plus de fonctions, c'est-à-dire que la distribution va acheter en gros des palettes entières, par exemple chez le fabricant, et les revendre au détail, c'est-à-dire une boîte de conserve pour un consommateur. Surtout en ce moment, il faut le dire quand même, par exemple, je crois 2 paquets de pâtes pour un consommateur. Donc, la distribution peut aussi assurer des fonctions logistiques, c'est-à-dire qu'elle va, par exemple, avoir des entrepôts, des centrales d'achat. Vous en avez une en Calédonie, en face de l'aéroport de Magenta. C'est la logistique, les entrepôts pour Leader Price, par exemple. Donc, ils vont stocker les produits là. Et ils peuvent également faire partir les camions, puisqu'on a aussi des camions. Les fournisseurs en ont, par exemple le Froid ou la GBNC, vous voyez les camions circuler. Mais vous avez aussi les camions de Leader Price ou Casino qui vont circuler en Calédonie pour porter les produits depuis les entrepôts jusqu'au point de vente. La distribution a également des fonctions de financement, puisque maintenant vous avez par exemple les cartes avantages ou cartes conso qui vous permettent d'acheter peut-être en plusieurs fois, mais sans intérêt, ou de payer à la fin du mois. C'est la distribution qui assure le financement. Et enfin, le transfert d'informations, eh bien, la distribution permet par exemple aux fournisseurs de mettre de la publicité sur le lieu de vente pour informer les consommateurs des produits. Et puis, la distribution est importante aussi pour les fournisseurs pour avoir le feedback, l'impression des consommateurs en point de vente, puisque les fournisseurs sont détachés du consommateur, sont éloignés et ils ont besoin de savoir comment les consommateurs réagissent par rapport à leurs produits. Et les fournisseurs peuvent leur remonter ce type d'informations. Alors, dans cette diapo, on nous parle des canaux de distribution. Les canaux de distribution, on vous dit, c'est le chemin suivi par un bien de son producteur au consommateur. On peut effectivement distinguer 3 canaux. Les directs, c'est-à-dire que vous avez par exemple les personnes qui vont aller sur le marché et qui vont vendre directement leur production. Vous avez des marchés un peu partout en Nouvelle-Calédonie où les producteurs vendent directement leur production aux consommateurs. Ça, ce sont les canaux directs. Ensuite, vous avez les canaux courts, un seul intermédiaire. Par exemple, la GBNC va livrer un indépendant, une petite épicerie indépendante, et ce sera le seul intermédiaire entre la GBNC, qui est fournisseur de bière ou de boissons soda, etc., vers le consommateur. Et ensuite, vous avez les canaux longs. Eh bien, je vous parlais, par exemple, du groupe avec Leader Price et Casino. Eh bien, eux ont au moins 2 intermédiaires, puisque les fabricants vont vendre à la centrale d'achat, et cette centrale d'achat, ensuite, va, entre guillemets, revendre à ses magasins, aux magasins du groupe. Donc, vous avez, dans ces cas-là, 2 intermédiaires. Ça se fait beaucoup aussi, par exemple, dans la boucherie ou même dans la poissonnerie. En métropole, il faut savoir qu'on va acheter les points de vente vont aller acheter le poisson aux halles et vont donc ensuite diffuser, enfin le vendre dans leur magasin. Et les halles, c'est un intermédiaire et on peut en avoir plusieurs avec des grossistes, etc. Le canot long sera certainement plus coûteux puisqu'il va y avoir un certain nombre d'intermédiaires, mais quelquefois c'est indispensable puisque le détaillant à la fin, le petit distributeur à la fin ne peut se permettre d'avoir un accès à tous les distributeurs en direct. Alors rapidement, on va parler des différents types de commerce, mais je dis rapidement parce que vous verrez ça plus précisément plus tard en deuxième année. On a quand même 3 grands types de commerce. Le commerce indépendant, c'est celui que vous connaissez bien en Nouvelle-Calédonie, où on parle des commerçants chinois. En fait, ce sont les petites épiceries indépendantes, souvent familiales, qui sont disséminées partout sur le territoire et qui travaillent beaucoup sur la proximité.
Ensuite, vous avez le commerce associé. En fait, ce sont des petits indépendants qui se sont regroupés face à l'agressivité des grandes surfaces et qui se sont regroupés autour d'une enseigne, par exemple, ou sous forme de franchise, ou encore de concession. Ce sont donc des groupements soit de grossistes, soit de détaillants, ce sont aussi des coopératives, et grâce à leur association, ils peuvent acheter en grande quantité à moindre prix et donc aussi profiter d'un savoir-faire ou profiter d'une communication globale, d'une enseigne qui va fédérer. Enfin, vous avez le commerce intégré qui là va en une seule entité assurer les deux fonctions achat et revente. C'est-à-dire que on va avoir une centrale d'achat dans un groupe, mais vous n'aurez pas en fait de propriétaire entre guillemets indépendant. C'est-à-dire que le commerce intégré va lui-même posséder ses points de vente, contrairement au commerce associé. Là, c'est un seul groupe qui va placer des directeurs de magasins à la tête de ces magasins et qui possédera tous les points de vente, à la fois la centrale d'achat et les points de vente. C'est un peu ce qui se développe, ce qui s'est beaucoup développé en métropole. Et en réaction, on a eu ce commerce associé où vous aviez des indépendants qui gardaient la propriété de leur magasin, mais qui s'affiliaient à une enseigne, comme par exemple Leclerc, comme par exemple Système U, Intermarché. Au contraire, Auchan ou Carrefour, là c'est un seul groupe qui possède et qui place des directeurs de magasins. Donc voilà en gros la différence des commerces. Quand on parle de différents points de vente, il faut aussi les distinguer selon leur superficie. Vous voyez qu'il y a des supérettes, des supermarchés, des hypermarchés. Entre supermarché et hypermarché et supérette, c'est la différence de superficie. C'est-à-dire qu'un hypermarché, c'est plus de 2500 mètres carrés. Un supermarché, c'est entre 400 et 2500. Et une supérette, c'est en dessous. Quand je parle de superficie, c'est bien de la surface de vente. Je ne compte pas tout ce qui est stock, tout ce qui est parking, etc. Il faut savoir que les hypermarchés vont se mettre à l'extérieur des centres-villes et les supermarchés et supérettes peuvent se mettre dans les villes. On a ensuite les grandes surfaces spécialisées. Les supérettes et les supermarchés sont à dominante alimentaire au niveau du chiffre d'affaires. Les hypermarchés, moins, puisqu'ils ont quand même beaucoup de rayons qui sont hors alimentaire. Mais les grandes surfaces spécialisées, elles se spécialisent dans un type de produit. Par exemple, grandes surfaces spécialisées dans le bricolage, ou dans le jardinage, ou encore dans la décoration, ou l'ameublement, le vestimentaire, etc. Ensuite, vous avez ce que l'on appelle les discounters. Les discounters, ce sont ceux qui vont travailler sur le prix. Ils se sont créés essentiellement dans les magasins, dans les pays allemands et hollandais avec Aldi et Lidl. Et ils ont fait des émules. Ils se sont développés considérablement en Europe, mais également se sont développés on le voit par exemple chez nous avec Leader Price. Je ne sais pas si on en a d'autres. Il y avait un Mageco, mais j'ai plus en tête exactement. Je ne saurais pas vous dire dans le Nord, mais je crois qu'il y en a un qu'on connaît. Il y a Leader Price, mais il y a un autre discounter également. En fait, eux se distinguent par le prix moins élevé que les autres et peu de merchandising, c'est-à-dire peu de travail dans le point de vente pour mettre en valeur les produits. Ce qui intéresse surtout, c'est le prix. Et enfin, vous avez les centres commerciaux. Les centres commerciaux, c'est une réunion de plusieurs commerces autour d'un commerce fédérateur. Généralement un hypermarché, vous avez ça par exemple avec le Dumbéa Mall. Vous avez ça aussi, par exemple, alors pas en Calédonie, mais on peut avoir un centre commercial avec une grande surface spécialisée qui va être la locomotive de ce centre commercial. Si certains connaissent le type de magasin comme Ikea, Ikea fait souvent office de locomotive dans un centre commercial. Les centres commerciaux peuvent être de taille variable, bien sûr, il y en a de très grands, il y en a de plus petits. Le plus grand que nous ayons en Calédonie pour l'instant, c'est le Dumbéa Mall. Il y en a qui sont en construction, par exemple à Peita et à Ducos avec des hypervues. Alors, on peut parler également des différentes méthodes de vente. Elles ont beaucoup évolué. Avant, tout au début, c'était essentiellement de la vente assistée. On n'avait même pas les produits en face, il fallait demander systématiquement à un vendeur pour obtenir des produits, ou même pour les voir. Et on se sentait un peu obligé d'acheter.
Est venu ensuite le libre service où ça a libéré l'achat, libéré les consommateurs. C'est Leclerc qui a lancé cela et qui a permis aux consommateurs effectivement de venir se servir sans avoir l'intervention du vendeur. C'est ce que vous retrouvez dans vos grandes surfaces alimentaires quand vous allez dans les rayons avec votre caddie et vous prenez votre baril de lessive, vos paquets de biscuits. Mais on est revenu un peu sur la vente assistée dans certains rayons pour humaniser un peu et pour retravailler aussi sur la qualité. Par exemple, le service traiteur, le service poissonnerie, le service boucherie qui sont en vente assistée. Et puis maintenant, on a vu aussi, bien évidemment, le développement de la vente à distance. Cette vente à distance se faisait avant sous forme de catalogue ou par téléphone. Maintenant, elle se fait essentiellement sur Internet et donc grâce à l'informatique. On a également la vente à domicile. La vente à domicile, c'est lorsque vous avez des représentants qui viennent chez vous et qui vous proposent des produits du type, je ne sais pas moi, ça ne se fait plus les encyclopédies, mais on peut encore avoir des produits bancaires, des assurances, des choses comme ça. Et puis on a une autre vente à domicile qui est la vente par réunion. C'est-à-dire que vous avez des produits comme ici vous avez les robots ménagers ou des aspirateurs ou même des produits type Herbalife, des choses comme ça qui sont vendues. Ce sont des réunions autour d'un ambassadeur ou plutôt une ambassadrice qui réunit ses amis et vous avez la marque qui vient présenter les produits. Et enfin vous avez la vente en distributeur automatique où vous avez des canettes, de l'eau et puis de l'alimentation. Maintenant, la vente en distributeur, c'est également beaucoup développé. Vous pouvez acheter des journaux, vous pouvez acheter même des jeans ou des frites. Bon, on n'en a pas encore en Nouvelle-Calédonie. Alors, pour finir sur la distribution, il est important donc de mettre en évidence 3 grandes stratégies de distribution. C'est-à-dire que le fournisseur, pour donner l'accès à ses produits, aura le choix entre la distribution intensive, la distribution sélective et la distribution exclusive. Si son produit est un produit simple, basique, voire de première nécessité, il faut qu'il le rende accessible à tout le monde. Donc il va choisir la distribution intensive. On va trouver son produit absolument partout. Par exemple, la bouteille de coca, vous la trouvez partout, que ce soit chez les garagistes, que ce soit chez les petits indépendants, dans les grandes surfaces, dans les distributeurs automatiques. C'est intéressant de rendre le produit accessible à tout le monde, mais c'est coûteux parce qu'il faut pouvoir effectivement d'abord produire en grande quantité et le rendre accessible à tout le monde. Ensuite, vous avez la distribution sélective. Elle va s'opérer lorsque l'on peut mettre en avant une certaine spécificité du produit, par exemple au niveau technologique ou au niveau qualitatif. Ce qui n'est pas le cas pour tous les produits, donc c'est important de pouvoir justement différencier, sinon on n'a pas le droit de faire de la distribution sélective. Par exemple, les ordinateurs Apple, c'est de la distribution sélective puisque vous allez les trouver à la Fnac par exemple ou dans la boutique Apple, mais vous ne les trouverez pas en grande surface chez Géant ou chez Carrefour. Ensuite, vous avez la distribution sélective, c'est quelque chose encore plus renforcé, un meilleur contrôle pour le fournisseur, car c'est lui qui crée ses propres magasins. Comme par exemple Yves Rocher en Calédonie, ce sont les magasins Yves Rocher, vous ne trouverez pas les produits Yves Rocher ailleurs. Vous pouvez les trouver sur Internet, mais c'est le site de vente Yves Rocher. Donc, il est important pour un fournisseur de choisir son type de distribution, bien sûr en fonction du produit qu'il aura.